Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons en la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode inspirant des Résilientes. Aujourd'hui, je vous présente Anne-Laure, une femme qui a su transformer le défi de la sclérose en plaques en une source d'apprentissage et de résilience. Diagnostiquée alors qu'elle était jeune maman, Anne-Laure a navigué à travers les complexités de sa maladie pour retrouver joie et énergie. Merci de vous joindre à nous pour découvrir son histoire inspirante. Anne-Laure, bienvenue dans Les Résilientes. Merci Caroline, merci de me recevoir sur ce podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager avec toi et avec toutes ces femmes qui nous écoutent. Voilà, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'échanger avec toi parce que ton parcours est vraiment inspirant. Avec ce que tu peux vivre aujourd'hui, c'est un beau message d'espoir pour toutes les femmes qui peuvent vivre avec cette maladie. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors eh bien, je suis Anne-Laure, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants de 3 et 6 ans et du coup, quand ma fille avait 1 an, j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques. Et mon monde s'est complètement effondré. Évidemment, c'était pas prévu, hein, comme tout le monde, c'est jamais le genre de truc auquel on s'attend. Et et depuis, bah, j'ai entamé un parcours de guérison. Très clairement, je me suis tout de suite dit: «C'est pas possible, c'est pas ce qui est prévu pour moi. Je suis pas d'accord, donc je vais tout faire pour vivre avec cette maladie le plus normalement possible et je baisserai jamais les bras». Voilà, pour le début de mon histoire, en tout cas. Alors merci. Est-ce que tu peux justement, nous parler de comment ça s'est passé? Nous parler de ton parcours depuis le diagnostic de la sclérose en plaques et comment ça a impacté ta vie, au quotidien? Alors, bah, déjà, comment ça s'est passé au niveau du diagnostic? Bah, je me suis réveillée un matin avec, des fourmillements, des picotements dans le corps, une faiblesse, dans la jambe droite et bah, ce jour-là, je me suis dit: «Il y a quelque chose de pas normal». Donc je suis allée aux urgences, je me suis fait emmener aux urgences par mon père et on m'a pas du tout pris au sérieux, en fait. On m'a tout de suite dit: «Oh, vous avez dû vous pincer un nerf, vous avez mal dormi, ça va passer. Rentrez chez vous, ça va passer». Sauf que ça passait pas et que je sentais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose de pas normal. Donc j'ai insisté pour avoir des examens plus poussés. Ça a été vraiment un parcours, du combattant, qu'on me prenne au sérieux jusqu'à ce que, je demande un IRM cérébral et on a fini par me le prescrire et là, on a vu qu'il y avait des lésions, au niveau de la myéline, donc des taches blanches, dans mon cerveau et puis là, bah, bizarrement, ça a été le branle-bas de combat, pour qu'on s'occupe de moi et pour qu'on me donne des bolus de corticoïdes pour baisser l'inflammation et voilà, ça a été le début du diagnostic. Donc en fait, les symptômes sont venus chez toi du jour au lendemain? Alors les gros symptômes sont venus du jour au lendemain et en fait, avec le recul maintenant, ça faisait des années que j'avais des petits warnings qui s'allumaient, souvent et je pense que ça a même commencé il y a 10 ans quand j'ai eu, des soucis au niveau des oreilles. J'entendais les voix déformées par moments quand j'étais très fatiguée. Ça tintait dans mes oreilles et c'était pas des acouphènes, c'était vraiment quelque chose d'étrange. J'avais fait plein d'examens et on m'avait dit: «Oui, ça fait partie, des zones obscures de la médecine, on sait pas quoi vous dire». Et j'avais des moments de grosse fatigue, cette fatigue de la maladie auto-immune, en fait, je la connais maintenant, je sais très bien ce que c'est et je pense que c'était déjà il y a 10 ans et j'avais des gros problèmes au niveau digestif. Comme beaucoup de personnes atteintes de maladies auto-immunes, ça commence beaucoup dans les intestins
Et en fait, je pense qu'à l'époque, j'ai déjà stabilisé les choses parce que j'avais pris en main toute mon alimentation déjà. J'avais enlevé le gluten, j'avais vraiment fait pas mal de choses et j'ai retrouvé beaucoup d'énergie à cette époque. Et donc ça s'était stabilisé. Bon, je me posais plus trop de questions. Et puis après la naissance de mes enfants, j'ai eu énormément de fatigue. Toutes les jeunes mamans qui passent par là, bonjour. Pas dormir du tout avec mon premier pendant 18 mois. Il se réveillait toutes les 40 minutes. C'était vraiment, on dormait vraiment pas. Et là, j'ai senti que mon corps, il y avait quelque chose de déjà de bizarre. Je récupérais pas comme avant. Ma mémoire, c'était plus du tout la même. Mon élocution, dans mon travail, je recevais des gens et j'ai eu des moments où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour cette personne? Je me rappelle plus du tout. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose de pas normal en fait. C'était tous ces petits signes-là que j'ai pas du tout écoutés en fait à l'époque, mais qui étaient déjà pour moi des signes précurseurs de la sclérose en plaques, de la maladie, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, est-ce que tu estimes que tu as vécu de l'errance médicale? Oui et non, dans le sens où moi-même, j'ai pas prêté assez attention à l'époque à ces symptômes en me disant, bon, t'es jeune maman, t'es fatiguée, c'est le lot de toutes, t'as des problèmes digestifs, mais bon, autour de moi, tout le monde me disait, ah bah moi je suis ballonnée, moi j'ai ci, moi j'ai ça, je me sentais pas plus malade que d'autres en fait. Mais moi, j'ai pas eu un parcours vraiment long d'errance médicale parce que quand les gros symptômes sont arrivés, je savais, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et là, j'ai vraiment tiré la sonnette d'alarme auprès du corps médical et je les ai pas lâchés en fait jusqu'à ce que je sache parce que pour moi, c'était plus anxiogène de pas savoir, de me dire c'est pas normal, j'ai tout mon corps qui me picote des décharges électriques dans le corps et on me dit que tout va bien. C'est pas entendable pour moi. Donc, j'ai pas vécu vraiment de longues errances médicales comme certaines. Et je pense aussi que dans la famille de mon mari, il y a une personne qui a la sclérose en plaques. Et j'avais, je pense, dans un coin de ma tête, des petites choses qu'elle m'avait dit et qui faisaient écho. Et je me rappelle m'être dit, oh, ça se trouve, t'as la sclérose en plaques. Et je me dis, mais non, je suis pas la sclérose en plaques, c'est pas possible. Mmh. Mais il y avait ce petit fond de truc à vérifier. Je m'étais dit, il faut vraiment que j'aille vérifier ça, ça me fait peur, quoi. C'était plus dans le sens, ils vont me rassurer, en fait. Ils vont me rassurer, mais ils m'ont pas du tout rassuré, finalement. Mais voilà, c'était le début du parcours. Et donc tu reçois le fameux diagnostic. Comment tu réagis à ce moment-là? En fait, ça a été un peu un sketch parce que, déjà, je suis sortie de l'IRM cérébrale. J'ai dû la faire dans le privé, pas à l'hôpital parce que déjà, ils étaient pas très chauds pour me la prescrire. Donc je suis allée dans un centre privé et en fait, on te donne ton compte rendu à la fin, tu es tout seul. On te donne un compte rendu avec ce que tu as et tu es tout seul avec ça, tu pas de médecin qui t'explique. Et ça, j'ai halluciné. Donc j'étais dehors dans la rue avec mon père, je me rappellerai toujours, et je regarde et puis je vois tumeur au cerveau, blablabla. Donc là, je commence à paniquer complètement. J'envoie une photo à mon amie qui est neuropédiatre, une copine à moi. Et elle me dit, Anne-Laure, c'est pas ton compte rendu, ils se sont trompés. Donc l'ascenseur émotionnel, où j'ai pas de tumeur au cerveau, super. Mon Je Dieu. retourne voir la dame qui, elle, me dit, oh, c'est pas grave, je vais vous donner le bon. C'est pas grave, bon, tout dépend de où on se place, quoi. Moi, personnellement, je sais pas trop. Elle me redonne le mien et moi, j'étais soulagée. Je me suis dit, c'est bon, bah, moi, si j'ai pas de tumeur au cerveau, c'est que ça va. Et sauf que là, je vois, bah, lésions démyélinisantes, au moins 4 lésions. Veuillez vous rendre en urgence chez un neurologue. J'avais même pas de neurologue, donc il fallait trouver un neurologue. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un souci. Et mon amie, du coup, qui est neuropédiatre, je lui ai envoyé et elle m'a dit, effectivement, c'est des signes d'une sclérose en plaques. Donc j'avais déjà. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai même pas eu un neurologue en face de moi ce jour-là pour me le dire, j'étais seule. Et je me suis dit, Incroyable. si j'avais pas mon père qui me conduisait, je me dis, j'aurais été dans ma voiture toute seule à rentrer chez moi avec les mains qui tremblent sur le volant, à imaginer les pires choses possibles avec mes enfants. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un souci dans la prise en charge, clairement. Et ça avait Ouais. vraiment été un chemin où j'ai trouvé que la prise en charge au niveau émotionnel était terrible. Et donc après, bah, finalement, j'ai eu rendez-vous avec le neurologue et voilà, ça s'est mis en route. Et il m'a expliqué, mais je pense que là, c'était vraiment chute libre, quoi. Et c'était dur. Et je Et me tu as rappelle, accueilli seul le diagnostic avec ton père, voilà, c'est ça. heureusement.
Et vraiment, et puis mon amie précieuse du coup qui fait partie du corps médical, qui est neuropédiatre à Necker, donc qui connaît quand même vraiment bien toutes ces maladies et qui a su du coup vraiment tempérer les choses et m'orienter correctement. C'est elle qui a appelé les hôpitaux pour moi, pour que j'ai une place, etc. Mais je me dis, quelqu'un qui a pas cette ressource-là, mais mon Dieu, t'es seule, t'es vraiment seule. Voilà. Donc là, tu vois ce spécialiste, ce neurologue. Une fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu mets en place? Et ben alors déjà tout de suite, je me suis dit: «Bah non, moi je veux pas du tout faire partie de ces personnes, qui acceptent enfin qui acceptent, si, ça fait partie du chemin d'accepter, mais qui se résignent en fait. J'accepte, le diagnostic, mais pas les pronostics qui vont avec». Donc tout de suite, proactivité. J'achète tous les livres que je peux sur la sclérose en plaques, sur la maladie et là, ça commence à être un véritable marathon pour moi en fait, où, chaque minute de mon temps libre, j'apprends. J'apprends, je découvre des choses. Mon premier livre, ça a été «Vaincre la sclérose en plaques» de Julien Vénesson, qui a aidé sa femme à stabiliser, sa sclérose en plaques et j'ai commencé donc, du jour au lendemain à vraiment tout recouper, plus de gluten, plus de sucre, j'étais hyper stricte, hem, mais en fait, ça allait pas mieux. Ça allait pas mieux et là, Mmh. pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je refais une deuxième poussée derrière et je me dis: «C'est pas possible, moi j'ai tout fait bien, je fais la même chose que Terry Walls qui est, un docteur américain, qui a la sclérose en plaques, qui est sorti de son fauteuil roulant. J'ai suivi tout son protocole, je faisais tout bien au niveau alimentaire et je me disais: «Mais c'est pas possible, pourquoi moi ça va toujours pas et que c'est pire même?» Je me sens toujours, mal, je suis toujours, crevée, je comprends pas et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner en me disant: «Bah, tu y arrives pas toute seule, peut-être que c'est bien aussi de se faire accompagner». Et je me suis fait accompagner sur 2 plans. Donc sur un plan, plutôt émotionnel, avec une personne qui est spécialisée dans la PNL, la programmation neurolinguistique et comment dire? L'accompagnement des personnes qui ont eu un diagnostic de maladie particulière et comment dépasser ce problème-là. Et je me suis fait, accompagner par, une professionnelle, en nutrition fonctionnelle, donc Laurane Chemanda, si je peux la citer, qui est formidable et qui m'a aidée donc à reprendre les choses de A à Z. Et là, on a commencé à creuser les causes profondes, en fait. Où moi, quand je l'ai eu, je lui ai dit: «Écoute Laurane, c'est pas possible, il y a forcément eu quelque chose dans ma vie qui a fait que ça se déclenche». Parce que un truc que je comprenais pas avec les neurologues, c'est quand je leur disais: «Pourquoi je suis malade? Qu'est-ce qui s'est passé?» Il y a forcément eu quelque chose. Je peux pas un jour aller bien et le lendemain je suis malade, il y a forcément un élément déclencheur. Et à chaque fois, ce qu'on me répondait, c'est: «Bah non, c'est pas de chance, c'est votre système immunitaire, il déraille en fait, il a décidé de s'attaquer à vos propres cellules, c'est une erreur en fait». Mmh. Et on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui, voilà. Et je me disais: «Mais moi, ça me satisfait pas du tout comme réponse en fait». Parce que je m'étais toujours dit: «Si je remonte à la cause profonde, si je trouve ce qui a déclenché, je peux retourner la pièce en fait et faire totalement le contraire de ce qui a fait que je suis tombée malade». Et donc on a fait des tests fonctionnels au niveau du système digestif, on a mis des protocoles en place, voilà, très personnalisés. Donc je peux pas rentrer non plus, dans les détails, personnels, mais et puis surtout, une oreille, quelqu'un qui est passé par la maladie, qui nous encourage, qui nous dit que voilà, que les hauts et les bas sont normaux, que qu'on avance et ça a été vraiment ce qui a changé, en fait, sur mon parcours et ensuite, ce qui a fait vraiment la différence pour moi, c'est quand je me suis intéressée à mon système nerveux. Parce que je faisais tout bien au niveau alimentaire, je prenais tous mes compléments, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, vraiment. Et en fait, là, je suis partie vraiment dans un domaine, à la fois très concret, comment fonctionne le système nerveux, heu, comment tu peux, calmer tes angoisses, tes anxiétés en maîtrisant, voilà, le nerf vague, la respiration, plein de pratiques somatiques pour te détendre parce que j'avais appris dans les livres
que si on était en état parasympathique, le corps se régénérait. Et moi, je voulais aller en état parasympathique, mais j'étais tout le temps anxieuse et tout le temps dans la peur. J'ai été terrorisée par cette maladie. J'ai pleuré des heures au fond de mon lit en étant tétanisée, en fait. Et je me suis dit, mais tant que tu seras dans cette énergie-là, de la peur, du manque, voilà, d'être terrorisée, tu peux pas guérir, tu peux pas avancer. Et, et c'est quand j'ai mis un pied là-dedans que j'ai vu une véritable différence. Vraiment. Oui, Voilà. donc tu as vraiment travaillé sur, un plan de développement personnel avec la PNL et puis sur un plan plutôt biologique avec, l'ORAN sur, la nutrition fonctionnelle et puis, comme tu dis, sur la régulation de ton système nerveux. Exactement. En fait, pour moi, c'était au tout début de mon parcours, je me rappelle, c'est comme si il y avait un petit fil qui dépassait de mon pull, qui me gênait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais enlever ce pull-là, je vais faire tout mon régime sans gluten, ça va être parfait. Sauf que quand j'ai tiré, mais en fait, ça s'arrête jamais. C'est que ça se détricote complètement. C'est qu'en fait, le parcours de guérison, il s'arrête jamais. C'est que, ok, bah, on a intégré l'alimentation, mais ça suffit pas. Voilà, on rajoute en fait toujours quelque chose jusqu'à se créer un socle en fait qui nous convient à nous. Ça va être forcément différent en fonction des personnes. Mais au début, j'ai été un peu découragée par ça, en me disant, il y a toujours quelque chose qui coince, un petit truc à ajuster. Et en fait, maintenant, bah, j'ai accepté que ça faisait partie du chemin, du processus. C'est presque de l'excitation de me dire, bah, je vais peut-être découvrir de nouvelles choses pour aller encore mieux. Je vais peut-être, voilà, pour moi, c'est Mmh. riche. Et tu as mentionné, tu sais, avoir recherché des raisons possibles, derrière la maladie auto-immune, derrière la sclérose en plaques notamment. Quelle découverte tu as faite, sur justement les causes potentielles? Et comment justement ça a influencé ta gestion de la maladie, cette résilience que du coup est née en toi? Alors en fait, dans mes recherches, j'ai pu voir qu'en fait, le système immunitaire, il était pas fou. Il s'attaquait pas sans raison à notre corps. Et c'était qu'il y avait comme un trop plein de toxines dans notre corps qu'on n'était plus capable de gérer. Donc je me suis intéressée à quelles toxines potentielles, quels toxiques même avaient pu prendre place en moi et faire en sorte que mon système immunitaire en fait se sente débordé. Et moi j'ai vécu dans un appartement avec de la moisissure. Dans notre chambre à coucher, en fait, sous la fenêtre, on était exposé nord et il y avait de la moisissure vraiment noire qui revenait tout le temps. Et mon mari, là, on faisait ça bien, on grattait, on mettait une peinture spéciale et ça revenait tout le temps. Et on a fini par déménager parce que, voilà, c'était pas possible de vivre là-dedans. Mais bah, les choses allant, on a quand même vécu quasiment 2 ans Mmh. dans cet environnement. Et à l'époque, je savais pas du tout que les mycotoxines pouvaient être aussi délétères pour le système immunitaire, pour la santé. Donc ça, je pense que c'est une des choses qui a fait que je me sentais mal parce que clairement, c'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir du brouillard mental. Vraiment à avoir moins de capacité de concentration. Voilà, mais je mettais ça sur le fait d'être jeune maman, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait ça. Euh, Après, moi, on va dire dans mon seau, j'avais aussi pas mal de choses. J'ai fait Roaccutane quand j'étais plus jeune, un traitement pour l'acné et qui détruit le foie, clairement. Je ne savais pas non plus à l'époque. On m'a vendu ça comme ça, c'était la clé pour l'acné, alors qu'aujourd'hui, je sais très bien que non. Mais donc j'avais ça. J'ai eu la mononucléose quand j'avais 15 ans, donc le Mmh. virus Epstein-Barr Epstein-Barr. Mmh. qui est connu pour activer le système immunitaire régulièrement, en fait. À chaque fois qu'on tombe un peu malade, bah, ça peut se réactiver. Et en fait, à force de se réactiver, bah, le système immunitaire, il n'en peut plus. Et puis, bah, il commence à déconner, on va dire. Et voilà. Et après, au niveau un petit peu plus spirituel, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'il y avait derrière les maladies auto-immunes. Au niveau vraiment euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie quand tu étais petite, dans toute ta vie pour que ton corps, un jour, il décide de plus reconnaître certaines parts, en fait, en toi? Et là, ça a été vraiment, et je suis toujours sur ce chemin et je suis vraiment passionnée par ça, c'est de comprendre, voilà, tout ce qui s'est passé dans notre vie qui a pu un jour
nous créer ce genre de maladie. Et bah voilà, moi j'ai découvert plein de choses dans mon histoire qui ont fait que j'avais mis certaines parts de moi de côté. Et aujourd'hui, du coup, je fais un énorme travail sur, voilà, sur reconnaître toutes les parts de moi. Voilà, je suis pas que une maman, je suis pas que une femme qui a une sclérose en plaques. On est plein de personnes à l'intérieur de nous. Et vraiment, voilà, apprendre à les reconnaître. Et, euh, et une dernière chose qui vraiment fait une grosse différence pour moi, c'est l'amour inconditionnel qu'on se porte. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Euh, mais je pense vraiment que quand on a une maladie auto-immune, c'est vraiment la clé. C'est de s'apporter, de pas attendre en fait que l'amour vienne de l'extérieur et se l'apporter soi-même en fait, être son meilleur ami, son meilleur soutien. Et en fait, on se rend compte qu'on remplit plein de petits endroits qui étaient vides à l'intérieur de nous et je pense que ça contribue vraiment à aller mieux. Ouais, c'est extrêmement difficile parce que quand tu reçois le n'importe quel diagnostic de maladie auto-immune, tu es dans une grosse phase de rejet de ton corps, de toi-même et c'est très difficile d'arriver justement à cet amour inconditionnel. Ça demande vraiment du temps. C'est pas si simple au départ, hein, oui. C'est pas instinctif parce qu'au début, on a presque de la haine pour ce corps en se disant pourquoi tu m'abandonnes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me lâches comme ça? J'ai deux enfants en bas âge, c'est pas du tout le moment de me lâcher. Presque je te déteste quoi de me faire vivre ça et c'est très fort. Mmh. Et il faut du temps en fait pour se rendre compte que c'est un appel au secours de notre corps qui nous demande justement de l'amour, de l'attention et qu'on remplisse tous les réservoirs en fait d'amour. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est hyper important et ça permet de s'apaiser, de détendre ce fameux système nerveux et et quels conseils tu donnerais à des personnes qui vivent avec une sclérose en plaques pour, mieux vivre au quotidien? Alors déjà, pour moi, une des choses les plus importantes que j'ai fait, c'est de sortir de la croyance collective que la sclérose en plaques, bah, c'est incurable, tu finis forcément en fauteuil roulant, tu vas de pire en pire, c'est dégénératif. En fait, il faut sortir de cette croyance et vraiment se dire que déjà chaque cas est différent et que je vois pas pourquoi il y a aujourd'hui, grâce au réseau, et ça c'est vraiment magnifique, on peut voir plein de gens qui s'en sortent en fait, qui ont plein de clés, qui ont réussi à s'en sortir. Et moi je me suis toujours dit, ben, s'ils y arrivent, je vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas en fait. Ils ont rien de plus que moi, c'est des êtres humains comme moi et on va y arriver. Et vraiment sortir de la peur. Moi la peur c'était vraiment le truc qui me sciait les jambes au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, vraiment sortir de tout ça et se positionner juste par rapport à soi-même. C'est ma maladie, c'est moi qui la gère. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'il y aura un fauteuil roulant que c'est la réalité. Faut vraiment sortir de ça, entrer à l'intérieur de soi-même, se dire, ok, moi, comment je vois les choses, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, comment je veux le faire. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Ouais, Euh, c'est super ce que tu dis parce que c'est vraiment important de nourrir de forger ce mindset que c'est possible, qu'on peut aller mieux, qu'on a toutes les ressources intérieures pour mieux vivre avec la maladie. Même si ça prend plus ou moins de temps en fonction du parcours de chacun parce qu'on est tous différents, mais c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on peut vraiment aller mieux. C'est ça, pas en étant, dans justement ce que j'appelle le Kelly-Méroland qu'on peut, justement, mieux se libérer de cette maladie. c'est ça parce qu'en fait, moi, je me disais, écoute, en fait, t'as deux choix possibles. C'est soit tu te dis, oh là là, c'est dur, je vais jamais y arriver, c'est terrible ce qui m'arrive, oh mon Dieu. Soit, ok, c'est dur, mais en fait, tu penses tout le contraire. Tu te dis, ok, c'est dur, mais je vais y arriver, on va s'en sortir. Et dans tous les cas, au pire, il peut se passer quoi? Tu te sens mieux de penser comme ça. Et dans tous les cas, bah, les choses, elles vont se dérouler. Donc, autant être dans un état d'esprit positif, mais pas le positivisme inutile de youpi, tout va bien. Non, ok, là, j'ai des symptômes, c'est dur. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que tu te sentes mieux? Vraiment, c'est s'interroger, en fait, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je pose mes mains sur moi, je respire, je me dis, ok, t'as besoin de quoi aujourd'hui? Tu te sens comment? Qu'est-ce qui pourrait te faire te sentir mieux? De quoi t'as envie? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie?
C'est vraiment, voilà, revenir à soi-même, se déconnecter, en fait, des autres, de ce qui est dit autour de soi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je suis d'accord et là, aujourd'hui, donc tu refais des contrôles auprès de justement du corps allopathique par rapport à ton contexte de santé? Qu'est-ce qui est dit? Bah, il est dit que c'est stable, donc c'est super. C'est qu'il y a pas du tout d'évolution de la maladie. Moi, je pense qu'à terme, j'arrêterai les contrôles parce que je trouve que c'est très anxiogène. Évidemment, c'est pas du tout quelque chose que je conseille, aux autres, c'est très personnel. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'hôpital, tout le domaine médical, c'est très anxiogène. Ça nous presque on se sent mal rien qu'en rentrant dans l'hôpital. On se sent malade en rentrant dans l'hôpital, pour moi, aujourd'hui. Donc moi, tant que tout ira bien, après voilà, je vais faire encore comment dire? Quelques comptes rendus encore pour voir si tout ce que je fais fonctionne toujours aussi bien. Mais je sais qu'il y a un moment où, je vais arrêter parce que j'ai confiance, en fait. J'ai confiance en mon corps, j'ai confiance, dans ma façon de gérer les choses. Le peu de fois où je vais me sentir un peu moins bien et cetera, bah, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, c'est revenir à l'intérieur de moi et je gère très bien. Donc voilà, aujourd'hui, je souhaite plus m'éloigner, du secteur médical. Ouais, tu as un sacré parcours, bravo pour ça parce que c'est très très optimiste, très inspirant. Parce que c'est vrai que quand on se connecte à cet intitulé de sclérose en plaques, ça fait peur. On a tout de suite C'est une horrible, image, j'ai été très terrorisée. négative. Mmh, Vraiment mmh, mmh. terrorisée par ça, mais en fait, aussi dans tout ce qui est, dans l'image de la sclérose en plaques, j'ai pu lire qu'en fait, on se crée une sclérose en plaques, c'est choisir, la paralysie plutôt que l'action. C'est en fait et moi je l'ai vu dans mon parcours, c'est des moments où en fait, on va plutôt laisser les autres décider pour nous. On va laisser les choses se faire parce que, bah, on n'a pas ces ressources-là à l'intérieur pour, être décisionnaire, pour prendre les choses en main. Et en fait, et bah, moi, c'était tout à fait ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut reprendre le pouvoir. Il faut que toi, tu décides pour toi. Parce que cette paralysie, t'en veux pas. Donc, si t'en veux pas, bah, faut être dans l'action. Et voilà. Vraiment, c'est la source même de mon parcours. Être dans l'action. Mais bravo pour ça, bravo Anne-Laure, c'est superbe. J'espère que les personnes qui nous écouteront et qui peuvent cohabiter avec ce type de maladie, bah, sauront, quoi faire pour, justement apprendre à mieux vivre avec celle-ci. Comment on peut rentrer en contact avec toi? On peut rentrer en contact avec moi sur Instagram. J'ai mon compte anne.laure.lacroix qui est ouvert, depuis peu. Puisque j'ai décidé, bah, de partager mon parcours justement sur les réseaux et tout au long de mon parcours, je me suis formée à la naturopathie et à l'accompagnement des personnes, qui ont la sclérose en plaques et aujourd'hui donc j'en fais mon activité. Donc on peut me contacter, sur mon compte Instagram si jamais, il y a besoin d'aide, pour appréhender, un diagnostic de sclérose en plaques. Super, merci beaucoup pour, tout ce que tu fais, tout ce que tu as créé pour toi, pour les autres et je te remercie énormément. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, de voir, tout ce beau parcours. Tu es une belle résiliente. Merci à toi. Bah, merci à toi de m'avoir accueillie, sur ton podcast et j'ai hâte aussi d'écouter, les parcours, des autres femmes. Merci Anne-Laure. À bientôt. À bientôt. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.